D'ores et déjà, les États membres ont des spécificités régionales qu'ils peuvent déjà faire valoir dans la mise en œuvre de la politique agricole commune, que ce soit sur le premier pilier ou que ce soit sur le deuxième pilier de la PAC, hein. Le premier pilier, c'est les aides directes aux exploitations agricoles. Le deuxième pilier, c'est davantage des dispositifs qui sont liés à des actions qui permettent de respecter un certain nombre de pratiques, notamment environnementales. Voilà, et donc d'ores et déjà, il y a tout à fait possibilité de tenir compte des spécificités régionales. Simplement, il y a une évolution dans la PAC qui est en cours de préparation, puisqu'on demande à chacun des États membres de définir ce qu'on appelle un PSN, donc un projet stratégique national, mais il faut bien voir que ces projets stratégiques nationaux, qui sont tous des projets qui vont être différents selon les États membres, doivent tout de même correspondre à un certain nombre d'orientations communes pour cette future politique agricole. Et ça va se faire, mais dans des limites qui ont été fixées. Donc, théoriquement, les limites, elles sont pour éviter. De toute façon, chaque État membre va être dans une enveloppe fermée. Hein, donc, dans une enveloppe fermée et avec des sous-enveloppes et des bornes entre les différents items qui peuvent être financés. On verra. C'est un peu tôt pour le dire. On verra s'il y a beaucoup de changements par rapport à la PAC actuelle. Ça dépendra vraiment de la stratégie de chaque État membre. Ça, je pense qu'on ne pourra répondre vraiment à cette question que quand tous les plans stratégiques nationaux auront été validés par la Commission, ce qui devrait être fait en 2022. Il y a pas mal de choses qui sont rajoutées, des contraintes avec la nouvelle PAC qui pourraient impacter très fortement la production sur ma ferme. Alors, donc là c'est pas uniquement le normalisateur qui parle, là, c'est le citoyen. Hein, parce qu'à un moment donné aussi, sur ces questions, il est difficile de déconnecter. Mais ceci dit, la question n'est pas là. La question, c'est que le fond de l'affaire, il est là. En fait, la question 10, elle fait référence aux questions de compromis, en fait. Le compromis entre, même si ce n'est pas écrit comme ça, le compromis entre l'économique et l'environnemental. Et parce que c'est le nœud de cette affaire-là. Et la PAC est complètement au centre de tout ça, en fait, de notre compréhension. La PAC veut faire monter, a priori, en qualité, enfin, veut bien donner, en gros, en simple, donner des sous, mais il faut qu'il y ait des devoirs en face. Et ces devoirs, généralement, c'est des devoirs de qualité environnementale, notamment, puisque on sait que voilà, la question environnementale, développement durable, est une question essentielle de nos jours, au niveau planétaire, dans tous les secteurs, et notamment dans l'agroalimentaire, qui est d'ailleurs, pour le coup, assez visé aussi par les problématiques environnementales. Donc, voilà, il y a le compromis entre... enfin, tel qu'exprimé au niveau de la BIS, oui, il y a la question du compromis et du donnant-donnant, quelque part. Et ça me fait rebondir sur un point important de la normalisation. C'est en gros ce qu'on fait, nous, en normalisation, on cherche des points d'équilibre. Un point d'équilibre entre des points de vue qui peuvent être souvent divergents. Un tour de table de normalisation rassemble les points de vue, alors soit de confrères qui seront en concurrence sur des sujets, qui partagent des points de vue et qui se distinguent par ailleurs, parce que c'est la logique économique du marché libre. Et puis, il peut y avoir d'autres types d'acteurs qui sont leurs clients, leurs fournisseurs, des pouvoirs publics, des consommateurs. Donc, tout ce petit monde-là a des avis qui peuvent être différents. L'essence de la normalisation, c'est de trouver des points d'équilibre entre ces différents points de vue. Et c'est là, à la fois les processus de normalisation et
Et les compétences des normalisateurs, des personnes d'AFNOR, hein, qui développent ces compétences d'animation, de recherche de consensus, de capacité à accorder les points de vue, c'est ça qui produit les normes. Donc, ce sont des points d'équilibre. Donc, une autre manière de parler de points d'équilibre, c'est de parler de compromis. Le problème du compromis, c'est souvent, il y a une petite connotation négative dans le compromis. On a l'impression que chaque partie perd quelque chose. Le côté équilibre est plus intéressant de notre point de vue, puisque voilà, il y a un côté plus positif et on cherche à équilibrer le thème le plus positif. Donc tout ça pour dire que tout ça, ça se passe dans l'esprit, là je parle de la normalisation, dans l'esprit des agriculteurs par exemple. C'est la population et les parties intéressées essentielles de cette question de PAC, outre les pouvoirs publics, ce sont les agriculteurs d'abord, qui reçoivent donc des financements, et c'est vrai qu'ils sont beaucoup financés, enfin, voilà, énormément financés, mais en échange de pratiques qui doivent être assez vertueuses. Ben, c'est déjà nécessaire avec la PAC précédente, puisque il y a des dispositifs de conditionnalité, et notamment dans la PAC actuelle, il y a un paiement vert qui représente 30% du premier pilier et qui prévoit d'ores et déjà de maintenir les prairies permanentes et ou des surfaces d'intérêt écologique, et qui prévoit un certain nombre de dispositifs qui permettent de garder une rotation des cultures avec donc une forme de diversification. Simplement, clairement, la nouvelle PAC va aller plus loin sur ces sujets-là en application ou en déclinant le Green Deal qui a été adopté par les États membres. Un degré de complexité énorme aujourd'hui pour la conditionnalité de la PAC. Donc la conditionnalité, elle a été mise en œuvre à partir de 2005, donc c'est très ancien, ça fait plus de 15 ans déjà. Nous avons 21 directives et règlements qui doivent être respectés par les agriculteurs. Les règlements sont d'application immédiate dans les États membres. Les directives doivent être déclinées dans chaque État membre. Certains États membres les déclinent de façon stricte, draconienne. D'autres États membres les déclinent de façon plus souple. Et là, c'est ce que nous dénonçons souvent en France. Il y a en France de la surtransposition par rapport aux directives européennes. Je vous donne un exemple concret, même s'il est contesté par Barbara Pompili, la ministre de l'écologie. Pour la directive cadre eau, chaque pays doit définir des masses d'eau conformes à la qualité de l'eau. Certains pays ont choisi d'avoir 44% de leur masse d'eau conforme à horizon 5 ans. La France, pour faire mieux que les autres, a dit « nous allons poser comme obligation 66% de masse d'eau conforme, c'est-à-dire 22% de plus que les autres. » Qu'est-ce qui va se passer 5 ans après? Certains pays vont atteindre leurs 44% de masse d'eau conforme et seront bien notés, n'auront pas de sanctions, pas d'appurement. Et nous, la France, nous n'atteindrons pas 66% de masse d'eau conforme. Peut-être nous atteindrons 50%, c'est-à-dire plus que les autres, mais ça ne sera pas fidèle à notre objectif, donc nous allons être sanctionnés. Et ces surtranspositions, on les voit dans de nombreux domaines. On le voit en matière environnementale, on l'a vu souvent en matière sanitaire, on le voit en matière de bien-être animal. Et c'est lié d'une part à une administration zélée en France, et d'autre part à une pression sociétale importante aussi. Donc autant nous comprenons qu'il faille faire plus et mieux en matière environnementale, autant le fait de le normer de façon stricte, alors que toutes les directives environnementales sont quand même difficiles à respecter aussi, parce que parfois le climat nous aide et parfois il nous empêche d'atteindre les objectifs. On ne choisit pas d'avoir trop d'eau, des inondations, ou on ne choisit pas d'avoir de la sécheresse, des canicules, etc. Et les directives européennes ne s'accommodent pas toujours du climat. Autre exemple, nous devons, c'est obligatoire, semer des cultures intermédiaires pièges à nitrate, des sipans, après la récolte. Après une récolte de blé au mois de juillet, il ne faut pas que le sol reste nu, il faut semer une culture. Quand, comme sur les 4 dernières années, il n'a pas plu, que c'est sec, comme la table qui est ici, on sait très bien que si on sème une graine, quelle qu'elle soit, elle ne poussera pas. Eh bien, l'administration dit, vous devez quand même semer, c'est obligatoire. Montrez que vous l'avez essayé de le faire et vous ne serez pas pénalisé. Donc, c'est idiot. Il faut faire semblant de semer pour répondre à l'obligation
européenne. Donc ça, c'est le genre d'accès qui sont très agaçants et impossibles à comprendre pour un agriculteur. Mais la surenchère normative, c'est un peu comme la surenchère, je ne sais pas moi, du coût du travail. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une surenchère. On a des normes qui sont plus protectrices du consommateur, du citoyen ou du producteur aussi. Et donc, est-ce que vraiment on a envie d'un modèle de société avec moins de normes, mais moins de protection? Je ne suis pas sûre. Donc, l'alignement sur le moins 10 ans, je pense que ça ne fait pas ses preuves. Donc, il vaut mieux essayer de continuer à avoir un système, on va dire, protecteur de notre santé, de notre environnement, d'en faire un avantage compétitif au niveau mondial. Je faisais référence au marché du travail parce que c'est souvent un exemple qui est cité, mais personne ne veut d'un niveau de salaire moyen en France qui serait celui, je ne sais pas moi, du Burundi. Je ne connais pas le niveau. Donc, il faut faire avec. Voilà, il faut faire avec et il faut chercher des marges de compétitivité ailleurs ou valoriser nos normes. Je pense qu'il y aurait peut-être besoin d'une meilleure articulation justement entre la législation et la normalisation volontaire pour faciliter un peu les choses et aussi être peut-être plus dans le cas par cas selon les exploitations pour que vraiment il y ait une cohérence par rapport aux activités même de l'agriculture sur le terrain et qu'il soit plus écouté aussi par rapport à ses enjeux à lui. Ensuite, sur la qualité environnementale, je pense que non, il y a un vrai enjeu de compétitivité par rapport à même au niveau international, par rapport à la qualité des choses qu'on peut produire. Parce que si on regarde dans le système un peu global, ce qu'on va manger détermine aussi notre santé. Il y a beaucoup de liens qui sont avec la santé, il y a beaucoup de liens qui sont faits avec l'environnement. Et donc, il y aurait peut-être des investissements à faire et peut-être En fait, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un meilleur accompagnement pour faciliter la transition des agriculteurs, mais aussi des industriels, vers des enjeux un peu plus économiques, vers des enjeux plus environnementaux. Et je pense qu'au bout du compte, l'économique s'y retrouvera. Et là, on l'a déjà vu notamment c'est sur d'autres thématiques, mais pendant la crise du Covid, les entreprises qui ont le mieux résisté, les entreprises qui sont à l'écoute de leurs salariés, qui ont déjà fait des démarches RSE++ assez avancées, et elles ont mieux résisté. Et par rapport au changement climatique, à un moment donné, il va bien aussi se rendre compte que les exploitations vont évoluer, les pratiques agricoles vont évoluer. Et si on ne prend pas en compte dès aujourd'hui dans la politique agricole commune, c'est un énorme risque sur notre sécurité alimentaire pour les prochaines années. Donc, il faut que ce soit vraiment pris en compte avec mais pas une imposition forcément des pouvoirs publics, mais vraiment une mise en commun et le fait que les gens puissent parler sans tension entre différentes parties prenantes de la question agricole. Parce que les citoyens sont aussi parties prenantes, tout le monde est partie prenante sur l'alimentation. C'est pas un travail facile, mais en tout cas, une meilleure harmonie entre la législation et la normalisation pour les bénéfices environnementaux, pour les bénéfices sociaux, sont vraiment importants. Transposition, c'est un vocabulaire qui est passé dans le langage courant, mais qui est assez faux, parce que en matière de normes, très souvent quand même le socle, en tout cas, est commun à tous les pays de l'Union européenne. Alors, il peut être plus élevé que dans d'autres pays, mais au niveau européen, on a quand même quelque chose d'à peu près uniforme. Bon, les applications ne sont peut-être pas uniformes partout, mais le socle est quand même uniforme. Est-ce qu'on surtranspose ou on surréglemente en France? Peut-être. On est un pays centralisateur et qui a toujours... qui a peut-être une petite tendance toujours à vouloir tout réglementer dans le détail. Alors, j'ai en tête quelques exemples qui avaient été de benchmark, de comparaison avec d'autres pays européens, notamment sur le système d'autorisation d'exploiter, le régime des ICPE. Je n'arrive plus à retrouver, en tout cas les règles pour la protection de l'environnement pour toutes les installations classées.
Et on a fait une comparaison avec l'Allemagne qui portait, je pense, sur les élevages de porcs, de bovins, etc. Au final, on n'était pas toujours les mieux-disants ou les sur-disants. Les Allemands l'étaient parfois. On n'était pas au même endroit. Est-ce qu'il y avait vraiment un très, très gros décalage? C'est pas si certain que ça. C'est assez compliqué à comparer tous ces dispositifs parce que chaque pays a ses traditions administratives. On réglemente beaucoup. Alors, je ne sais pas, quand nos lois sont très bavardes. Peut-être que dans d'autres pays, elles le sont un peu moins. Mais on a une production législative et réglementaire en France. C'est vrai qu'on a un degré de complexité énorme aujourd'hui pour la conditionnalité de la PAC. Donc la conditionnalité, elle a été mise en œuvre à partir de 2005. Donc c'est très ancien, ça fait plus de 15 ans déjà. Nous avons 21 directives et règlements qui doivent être respectés par les agriculteurs. Les règlements sont d'application immédiate dans les États membres. Les directives doivent être déclinées dans chaque État membre. Certains États membres les déclinent de façon stricte, draconienne. D'autres États membres les déclinent de façon plus souple. Et là, c'est ce que nous dénonçons souvent en France. Il y a en France de la surtransposition par rapport aux directives européennes. Je vous donne un exemple concret, même s'il est contesté par Barbara Pompili, la ministre de l'écologie. Pour la directive cadre eau, chaque pays doit définir des masses d'eau conformes à la qualité de l'eau. Certains pays ont choisi d'avoir 44% de leur masse d'eau conforme à horizon 5 ans. La France, pour faire mieux que les autres, a dit « nous allons poser comme obligation 66% de masse d'eau conforme ». C'est-à-dire 22% de plus que les autres. Qu'est-ce qui va se passer 5 ans après? Certains pays vont atteindre leurs 44% de masse d'eau conforme et seront bien notés, n'auront pas de sanctions, pas d'appurement. Et nous, la France, nous n'atteindrons pas 66% de masse d'eau conforme. Peut-être nous atteindrons 50%, c'est-à-dire plus que les autres, mais ça ne sera pas fidèle à notre objectif, donc nous allons être sanctionnés. Et ces surtranspositions, on les voit dans de nombreux domaines. On le voit en matière environnementale, on l'a vu souvent en matière sanitaire, on le voit en matière de bien-être animal. Et c'est lié d'une part à une administration zélée en France et d'autre part à une pression sociétale importante aussi. Donc autant nous comprenons qu'il faille faire plus et mieux en matière environnementale, autant le fait de le normer de façon stricte, alors que toutes les directives environnementales sont quand même difficiles à respecter aussi, parce que parfois le climat nous aide et parfois il nous empêche d'atteindre les objectifs. On ne choisit pas d'avoir trop d'eau, des inondations, ou on ne choisit pas d'avoir de la sécheresse, des canicules, etc. Et les directives européennes ne s'accommodent pas toujours du climat. Autre exemple, nous devons, c'est obligatoire, semer des cultures intermédiaires pièges à nitrate, des sipons, après la récolte. Après une récolte de blé au mois de juillet, il ne faut pas que le sol reste nu, il faut semer une culture. Quand, comme sur les 4 dernières années, il n'a pas plu, que c'est sec, comme la table qui est ici, on sait très bien que si on sème une graine, quelle qu'elle soit, elle ne poussera pas. Eh bien, l'administration dit, vous devez quand même semer, c'est obligatoire. Montrez que vous l'avez essayé de le faire et vous ne serez pas pénalisé. Donc, c'est idiot. Il faut faire semblant de semer pour répondre à l'obligation européenne. Donc ça, c'est le genre d'accès qui sont très agaçants et impossibles à comprendre. C'est peut-être pas unique, mais nous sommes le pays où il y en a le plus. Et pour siéger au niveau européen depuis pas mal de temps, et présidente du COPA depuis 6 mois, je le vois, dans un certain nombre d'autres pays, il y a ou des non-déclinaisons aussi strictes des directives, ou des choix de ne pas contrôler de la même façon. Il y a très peu de pays qui ont des règles plus importantes. L'Allemagne a mis en place des règles plus importantes dans le domaine du sol et du tassement du sol, mais sur les sujets, par exemple, directive nitrate ou directive cadre eau, nous sommes ceux qui avons le niveau le plus élevé d'exigence. Non, c'est là encore, j'aimerais savoir quelle est comment est-ce qu'on documente cette affirmation de surenchère normative. Il y a eu divers rapports d'inspection générale sur ce sujet et on voit que en réalité, il y a peu de surenchère normative au niveau franco-français.
système d'aujourd'hui, je trouvais pas mal en fait, hein, parce que le système d'aujourd'hui concilie les deux. Donc moi, je serais favorable à rester sur le système actuel. Quand même en modifiant un peu le versement des primes vers ce que je disais tout à l'heure, par nombre d'agriculteurs et non à l'hectare. Par contre, en maintenant quand même, on essaye de prioriser quand même la production aussi, quoi. Pas que l'environnement, penser aussi à la production. Il faut absolument, c'est notre objectif, qu'on arrive à une simplification. On a atteint un tel degré de complexité aujourd'hui que même l'administration a du mal à s'y retrouver. Les agriculteurs, n'en parlons pas, on fait de l'accompagnement PAC, mais de plus en plus d'agriculteurs ont du mal à remplir leur déclaration de PAC eux-mêmes, tellement c'est devenu compliqué, craignent les contrôles, ont peur des contrôles, et ça, c'est pas bon du tout. Alors simplifier, c'est pas facile parce que l'administration s'est habituée à cette complexité et voit très mal comment simplifier. Donc la FNSE a demandé il y a 5 ans maintenant la mise en place du CORENA, du Comité de rénovation des normes agricoles, où nous essayons d'identifier tous les sujets à simplifier et trouver des solutions. Et une autre façon de simplifier, qu'adoptent un certain nombre d'entreprises, ailleurs dans d'autres domaines aussi, c'est de mettre en place des contrôles internes, puis des contrôles externes, c'est-à-dire des mécanismes de certification privés pour faire venir des cabinets externes, dire qu'on certifie que toutes les pratiques sont respectées et essayer ainsi d'éviter des regards administratifs pas toujours au bon moment, décalés, etc., qui ne correspondent pas. Alors, c'est un coût supplémentaire pour l'agriculteur, mais par contre, c'est une sécurité et c'est un stress en moins parce qu'il est sûr de respecter et d'avoir les éléments de preuve en cas de contrôle. Oui. Ben, très clairement, on peut toujours simplifier et c'est quelque chose que l'on doit rechercher. Donc, c'est un travail constant qu'il faut avoir en tête. Il faut tout de même avoir aussi en tête que ce que l'on appelle simplification n'est pas toujours ressenti comme une simplification par les bénéficiaires, entre guillemets, de ces simplifications. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de remplir le même formulaire depuis 5 ans et que on vous modifie le formulaire en disant ça va être plus simple, le fait d'avoir modifié le formulaire est considéré par la plupart des gens comme une complexité supplémentaire, puisqu'ils avaient l'habitude de cocher les cases au même endroit, etc. Et que quand ça bouge, bah, il faut se réapproprier le nouveau formulaire. Et donc, ce que l'on appelle simplification n'est pas toujours ressenti comme une simplification. Il y a une multiplicité des labels, des certifications dans le domaine environnemental. C'est terrible, le nombre de labels qu'il peut y avoir, bio, etc. Il y en a plein. Le consommateur, il ne voit plus grand-chose. Là, on parlait des agriculteurs, mais des consommateurs, bon. Donc, ce n'est pas motivant, ça aussi. Donc, pour le coup, bon, il y a l'air d'avoir de l'espace pour simplifier, quand même. Pour simplifier, pour avoir des choses qui soient faites de manière un peu plus cohérente au niveau méta, quoi, au niveau de l'ensemble de la problématique, plutôt par petits morceaux, voilà. Et ça, on fait ça aussi. On fait en partenariat avec les pouvoirs publics, avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de l'Environnement. On a ces réflexions au niveau un peu méta, mais voilà, les choses les plus fortes en termes d'outils publics, c'est quand même les affaires réglementaires, les dispositions législatives et autres. Il faut que tout ça voilà, fonctionne en bonne harmonie et on y travaille tous les jours. Voilà. Avant votre Zoom, j'étais quasiment ce matin en réunion avec le ministère de l'Agriculture pour parler de ces questions-là. C'est important. Et puis, de la même manière, avec AFNOR, on discute avec les fédérations professionnelles, les filières de l'agriculture, de l'alimentation, la transformation, la distribution. Enfin, je voulais juste rajouter peut-être quelque chose d'un peu plus général par rapport à votre sujet qui est la souveraineté alimentaire au niveau européen et la sécurité alimentaire. On est face à un sujet qui est extrêmement global, qui est très très large et qui est pourtant extrêmement stratégique. Et c'est un sujet qui avait été évoqué il y a quelques années déjà par plusieurs chercheurs et qui n'avait jamais été pris vraiment au sérieux jusqu'à ce que le Covid arrive et qu'on se dise mince, on nous bloque les lignes d'approvisionnement, on a une pandémie, on ne peut plus faire travailler nos salariés. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est retrouvé complètement démunis. Donc le système a continué à marcher parce qu'il est quand même solide, mais c'était juste un aspect de ce qui peut arriver. Dans quelques années, on peut avoir une nouvelle pandémie, des crises économiques qui sont très graves, le changement climatique, perte de biodiversité sont des gros enjeux systémiques
qui peuvent arriver à déstabiliser complètement le système agricole, les systèmes économiques de manière générale. Et à cause de ça, si on ne se prépare pas aujourd'hui, on va être complètement perdu. Et l'alimentation, c'est la base de tout. Enfin, l'eau et l'alimentation, si on n'a pas d'alimentation, voilà, il y a des causes et des conséquences, surtout des conséquences sur l'ordre public, etc., qui est extrêmement important. Et donc, l'Europe, à travers la PAC, à mon avis, pour les 7 prochaines années, n'a pas pris encore toute la dimension de l'aspect souveraineté alimentaire en Europe. Et justement, il y aura un vrai enjeu à ce que les différents acteurs de la chaîne de valeur agricole, donc des agriculteurs jusqu'aux consommateurs, se réunissent pour réfléchir sur ces sujets-là et se servent de tous les outils qui sont possibles. Donc oui, la législation est bien sûr très utile, la normalisation est aussi utile. Il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés pour préparer. Alors je ne dis pas que l'Europe, ça sera 100% autonome en tout, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, on a les moyens aujourd'hui d'assurer un système plus solide et plus solidaire entre les différents pays européens, que ce soit en termes de qualité, de qualité de vie des travailleurs, de rémunération des agriculteurs, il y a tout un tas de sujets. C'est très très large, mais il y a un vrai enjeu et pour l'instant, je pense qu'il n'est pas encore saisi à bras-le-corps par les autorités européennes et par les autorités des différents États membres. Et voilà. Et dans ce cadre-là, forcément, la normalisation aura un rôle à jouer. Et nous, on essaye justement d'aller dans cette mouvance-là de résilience territoriale au niveau alimentaire. On a des rencontres, etc., qui arrivent justement pour questionner ces sujets, impliquer les collectivités territoriales, impliquer les citoyens, etc. C'est aussi en cours. Mais bien sûr, on ne pourra pas faire ça tout seul. Il faut vraiment que tout le monde aille dans la même direction. L'agriculture, l'agroalimentaire sont quand même des fleurons industriels français et contribuent assez largement au solde de la balance commerciale. Donc, il faut qu'on garde notre capacité productive et il faudrait arriver à ce qu'un certain nombre d'outils de la PAC rémunèrent le mieux possible, on va dire, toutes les externalités positives de l'agriculture. Je crois qu'on est encore assez loin de tout prendre en compte. Alors, il y a des externalités négatives aussi, hein, mais c'est certainement de mieux financer ces externalités-là. Et ça, c'est assez compliqué. Et jusqu'à maintenant, la PAC a toujours été plutôt en soutien au surcoût qui est généré par un meilleur système de production. Et je pense qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le surcoût qui doit être financé. Il y a la transition et ça, c'est certainement le plus compliqué à financer. Parmi les leviers d'amélioration, il y a certainement la simplification, ça c'est indéniable, parce que c'est devenu de plus en plus complexe et enchevêtré. Deuxième élément de simplification, c'est probablement donner plus de latitude aux producteurs pour s'organiser entre eux. Il y a un règlement qui est paru il y a 2 ans qui s'appelle Omnibus. Alors Omnibus, c'est un nom bizarre, mais c'est parce qu'il y avait plein de dispositifs de simplification qui permettent par exemple aux agriculteurs de se regrouper, de s'organiser plus, qui reconnaît que lorsque les agriculteurs se regroupent et constituent une organisation de producteurs, ce n'est pas considéré comme une entente au regard du droit de la concurrence et qui peuvent donc négocier vis-à-vis des distributeurs sans être sanctionnés en disant attention, vous vous concertez pour maintenir des prix élevés. La reconnaissance des certifications nationales. Nous avons la certification environnementale ou la certification HVE. Par exemple, l'Europe a reconnu qu'un agriculteur qui est certifié en agriculture biologique remplit les objectifs du verdissement. Ça, c'est une simplification. Un agriculteur qui a plus de 75% de son exploitation en herbe est un agriculteur qui remplit les objectifs du verdissement. Ça aussi, c'est une simplification. Donc, on essaye d'identifier différents dispositifs qui permettent de la simplification. Quelque chose qui permettra aussi la simplification, c'est probablement la numérisation des exploitations agricoles, c'est-à-dire avoir davantage recours au géopositionnement satellitaire qui permet de numériser les parcelles, enregistrer tout et dématérialiser aussi toutes les déclarations. C'est bien pour l'agriculteur, c'est un gain de temps. Et ça serait un gain de temps aussi en matière déclarative et en matière de contrôle. De la même façon, on pourra faire des contrôles par drone, au lieu de faire des contrôles sur place. C'est aussi des mécanismes de simplification. Et certains pays avancent très vite dans ce domaine. J'ai en tête la Grèce, par exemple, qui veut avancer très vite sur ce sujet.
Bon, écoutez, je vais dire, la PAC, elle est en évolution constante hein, depuis, je le disais, la fin des années 50 où elle a commencé et aujourd'hui. Moi, ce qui me paraît important, effectivement, c'est que cette PAC soit en phase avec les attentes des consommateurs et des parties prenantes. Donc, très clairement, sur une PAC qui était initialement très focalisée sur le monde agricole, on a tenu de plus en plus compte des attentes de l'ensemble de la population européenne, sans pour autant, naturellement, ne pas prendre en compte les implications que ça avait sur le monde agricole, parce que c'est clair que l'agriculture est une activité lourde, capitalistique, et qu'on ne change pas du jour au lendemain les pratiques agricoles, ce d'autant que je l'ai rappelé, les pères fondateurs de la PAC avaient souhaité en premier objectif de la PAC accroître la productivité de l'agriculture. Et aujourd'hui, on considère qu'être productif, c'est pas bien parce que ça peut abîmer des tas de choses. Et l'objectif, c'est de continuer à être productif en respectant naturellement et l'environnement et le bien-être animal et la sécurité sanitaire. Et je pense que le citoyen européen est de plus en plus concerné par son alimentation et que cette politique agricole commune doit tenir compte pleinement des préoccupations du consommateur européen, du consommateur citoyen. L'agriculture, ça touche à notre alimentation, donc ça, c'est quelque chose qui est très, qui touche les gens et qui les préoccupe et qui les touche, donc c'est un peu normal. Et puis après, alors c'est moins vrai maintenant, mais il y a 30 ans, il y avait encore une part très très importante de la population française qui était issue des milieux ruraux et qui de fait était proche de l'agriculture. C'est moins vrai maintenant. Mais non, je crois que le fait que ça touche à l'alimentation, que ça touche à nos paysages, que ça touche à un certain nombre de caractères identitaires au bon sens du terme, le vin, le fromage, enfin voilà, les Français ont un lien émotionnel avec leur alimentation. Alors nous, ça fait partie de notre identité et ça nous touche. La politique agricole commune, ça concerne l'alimentation, donc ça concerne tout un chacun. Les Français, en plus, sont très attachés à leur alimentation, donc la production agricole, c'est l'alimentation. C'est un sujet aussi sur lequel il y a beaucoup d'exigences, parfois aussi des polémiques, en disant c'est trop vert, c'est pas assez naturel, c'est trop ci, c'est trop ça. Parfois aussi un décalage entre le déclaratif de ce qui est voulu et l'acte d'achat de ce qui est réellement acheté. La politique agricole, c'est aussi un budget important, donc ça fait l'objet de débats importants sur le thème ce sont nos impôts, donc c'est normal que nous ayons un droit de regard. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu une consultation nationale qui s'est appelée Impacton, pour consulter les Français sur ce qu'ils attendent de l'agriculture. Et puis la politique agricole commune s'occupe depuis plus de 15 ans maintenant des sujets environnementaux, avec des directives européennes. Les ONG et la montée en puissance des attentes environnementales ou des attentes sur le bien-être animal sont des réalités. Il y a dans ces organisations des personnes qui connaissent de mieux en mieux les réglementations, les pratiques et qui sont très exigeants. Donc ça alimente le débat de façon très importante. Alors, il est alimenté partout. Nous, on a l'impression qu'on est un peu sous le joug en France et qu'on est un peu trop sous pression. Pendant la crise Covid, on a pu dire, attendez, pourquoi la France a tenu, pourquoi l'Europe a tenu, pourquoi il n'y a pas eu de pénurie? Justement parce qu'il y a la politique agricole commune qui permet de produire en quantité, de façon normée, sanitairement irréprochable, qui permet de transformer les produits pour les stocker. Il y a même du stockage qui est payé par certains dispositifs de la politique agricole commune. Il y a de la régulation. On est au cœur d'une actualité brûlante, la souveraineté alimentaire. On est au cœur de la lutte contre le changement climatique. On est au cœur de l'enjeu alimentaire mondial. Et finalement, c'est un secteur qui ne passe pas, ne devient pas désuet, qui est pleinement d'actualité. Et d'ailleurs,
toutes les expressions des chefs d'État et de gouvernement et les expressions de Mme Ursula von der Leyen récemment ont mis en avant l'extraordinaire résilience des exploitations agricoles européennes pour tenir en situation de crise. Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est sans doute que, je le disais, la politique agricole commune, elle est ancienne, elle a plus de 50 ans, c'est la seule politique européenne qui soit pleinement intégrée. Et donc, en cela, elle est connue depuis très longtemps. Et on se souvient, ou les plus anciens d'entre nous se souviennent des marathons agricoles lorsque l'on fixait les prix des produits, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a eu des bagarres avec des négociations à n'en plus finir sur ces sujets. Donc ça fait partie d'une culture européenne. On sait que au niveau européen, l'agriculture est un point important des politiques européennes. Deuxièmement, il y a une sensibilité qui est de plus en plus forte des citoyens français et européens à leur alimentation. Je pense que on a pendant toute la période de l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, on avait clairement la notion que l'agriculture était un enjeu stratégique fort parce que on était, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était très déficitaire et le premier objectif, ça a été de reconquérir une forme de souveraineté européenne en ayant notre autonomie alimentaire, ce qui est tout de même une autonomie, enfin un acte de souveraineté fort, d'être capable de se nourrir par soi-même et ne pas être dépendant des autres pour se nourrir. Et puis, une fois qu'on a atteint cette autonomie, et non seulement on l'a atteint, mais dans les années 80, on s'est retrouvé avec des surproductions qui ont été très fortes. Et donc, à partir des années 80, on s'est retrouvé plutôt avec des excédents et on a considéré que cette autonomie, cette abondance alimentaire, elle était naturelle. Et puis, en réalité, eh bien, on revient aujourd'hui vers l'idée de cette souveraineté alimentaire et de l'importance de l'alimentation, pas uniquement sur des aspects quantitatifs, mais aussi sur la façon de produire et la façon de se nourrir, liée naturellement à tous les enjeux de changement climatique et d'atteinte à la biodiversité, qui sont des enjeux très importants et sur lesquels l'Union européenne est vraiment en pointe et sur lesquels je pense que l'agriculture européenne et la forêt européenne font beaucoup d'efforts, et d'autre part, des transitions de type agroécologique qui prennent en compte réellement les modes de production et puis tout ce qui est bien-être animal, etc. Et donc, cette sensibilité-là est redevenue très forte et la notion de souveraineté n'est plus uniquement une notion quantitative, mais aussi qualitative naturellement. Thank you.